À la veille de la sortie du gouvernement d'union nationale que nous appelons tous de nos vœux, surtout à cause de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, nous allons réfléchir ce soir sur les profils d'abord des membres de ce gouvernement souminois, puisque très probablement il y en a qui seront reconduits. Alors, qui sont ces personnes que le président de la République peut maintenir dans le prochain gouvernement qu'on va appeler le gouvernement de la guerre? J'en parle avec un membre de l'UDPS, avocat de surcroît, Richard Pinda avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, madame, monsieur. Bonsoir, bienvenue à vous également, Richard Pinda. Bonsoir, bonsoir à vous de nous d'avoir daigné nous convier à cet échange, hein, et qui se veut à la fois œuvre d'une projection à venir, parce que nous parlons du gouvernement souminois, peut-être gouvernement souminois 2, et si on en était là, quel type, quel profil pour les ministres qui devront conduire? Devrions-nous reconduire le même membre du gouvernement ou éventuellement penser à d'autres profils qui pourraient éventuellement servir la République? Justement, et pour cela, il faut faire une sorte de radioscopie de ces membres du gouvernement. Il y en a qui ont fait beaucoup de cosmétiques en s'entourant des communications pompeuses à la télévision, alors que dans le fond, pas des réalisations, pas d'accompagnement de la vision du chef de l'État. Vous êtes mieux placé pour pouvoir nous faire ce décryptage, et je l'espère de manière objective. Nous le ferons de manière objective. J'ai préparé... Et d'ailleurs, il faut se le dire, il y en a même le chef de l'État lui-même a été profondément déçu, hein, lorsqu'il a attendu des membres du gouvernement un comportement qui va dans son sens, c'est-à-dire que lui qui a défini la vision, eh ben, nous nous sommes rendus compte que certains des ministres n'ont pas été à la hauteur de la tâche qui leur avait été confiée. Ok. Et d'emblée, qui sont ces ministres? On va nous trouver des photos. J'ai préparé un dossier, on va le trouver dans les dossiers invités par le réalisateur qui est avec moi, Guilain Lukinga, justement. Alors, qui sont ces ministres qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche leur confiée? Écoutez, ils sont nombreux. Certains, comme vous l'avez dit, je réitère encore la façon dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait du cosmétique. Nombreux ne se sont pas répondu valablement. Prenez par exemple, vous avez certains ministres, prenons par exemple le ministre de portefeuille. Où est-ce qu'il a été pour mobiliser avant que le président de la République se plaigne du comportement de certains membres de l'Union sacrée? Il n'y a pas eu d'instantanéité dans le chef de certains ministres. Il n'y en a pas eu. Je vais vous aider avec quelques mots. Il n'y en a pas eu. Donc il y en a de ceux qui mériteraient d'être reconduits. Je peux vous en prendre par exemple Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Ben ouais. On a sa photo là qui vient de Jean-Pierre Bemba, sa photo est là, je pense qu'il doit être reconduit. Pourquoi il doit être reconduit? Il a créé beaucoup de problèmes, non? Il a fragilisé un peu la fibre nationale à travers il n'a pas fabriqué, il n'a pas, non. Il a fait ce qu'on avait toujours fait. Il n'est pas la première personne à indexer Kabila. Nous l'avons fait lorsque nous étions à l'opposition, et aujourd'hui, lui, il est revenu. Et d'ailleurs, il faut se le dire, Jean-Pierre Bemba a participé le même pouvoir avec le gouvernement de l'Union nationale. C'est l'Union nationale sans Kabila. Excusez-moi. L'Union nationale, peut-être sans vous, sans moi aussi. Vous ne serez peut-être pas ministre dans ce gouvernement-là, je ne le serai peut-être pas, ok? Mais je ne serai pas exclu aussi. Non, mais écoutez, vous ne serez pas exclu. Quand on dit faire partie du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est acteur direct qui impacterait sur le sort de la République. Et donc, lorsqu'on indexe X, Y, Z, on dit des faits réels. Prenons par exemple, aujourd'hui on dit Joseph Kabila il est rentré par Goma, il veut initier, c'est pour la paix, entre guillemets, ainsi de suite, tout ça. Il a initié des concertations de dialogue. D'où est-ce qu'il a reçu ce mandat? Parce qu'en principe, il est un ancien président de la République, c'est-à-dire qu'il devait se référer à son successeur, et plutôt à son prédécesseur, pour éventuellement, ensemble, recevoir mandat de celui-là. Et donc, ce qu'il fait n'est qu'un acte qui confirme son appartenance au M23 et sa qualité de chef de l'AFC, tout simplement ça. Parce que je ne sais pas comprendre, nous sommes en guerre avec le Rwanda, nous sommes en guerre avec l'AFC et ainsi de suite, tout ça. Le M23. Le M23, il passe, lui, par ceux qui ne tiennent pas le même langage que nous,
pour éventuellement parler de la paix. Toutes les grandes personnalités qui ont rencontré le chef de l'État au sujet de la guerre ont rencontré aussi Paul Kagame. On ne va pas dire que ces gens-là, que ce soit les envoyés spéciaux des pays africains ou des États-Unis d'Amérique qui sont passés ici, sont allés au Rwanda également. Qui reçoit... Et l'Église catholique l'a fait aussi. Ben, écoutez, ne m'emmenez pas sur tous les logiques, tous les discours de l'Église catholique, parce que je ne la partage pas du tout. Les pays, la déstabilisation de la partie Est de la République ne concerne pas seulement certains pays. C'est pratiquement tous les pays à l'Est. C'est-à-dire que vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie, vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, ainsi de suite. Mais pourquoi seulement avoir sélectionné certains pays tels que l'ont fait certains de l'Église catholique et de l'ECC, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la République démocratique du Congo, ils sont allés au Rwanda, ils sont passés en Ouganda, ils sont allés au Kenya, ils ont manqué d'aller en Tanzanie et au Burundi. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas la philosophie qui a défini leur démarche. Rappelez-vous, il y a Kankenza qui est passé, il a prétendu que Chollet a sorti de sa bouche pour dire que la démarche qu'ils entreprenaient, c'était pour le président qui va venir après Tshisekedi. Allez-y comprendre. Je ne vais pas me faire l'avocat de l'Église en ce moment. Je sais qu'ils ont été reçus dans un très bon plateau avec Jean-Marie Kassamba. Nous avons abusivement... Le prélat catholique s'en est défendu, disons que c'était mal interprété. Nous avons abusivement tendance à parler de l'Église. Ce sont des hommes qui se servent de l'Église pour atteindre leurs objectifs individuels et personnels. Et donc, allez-y comprendre que lorsqu'ils louent la participation du Rwanda, le financement du Rwanda, les moyens mis à leur disposition par le Rwanda, allez-y comprendre qu'il y a de quoi remettre en cause, comment dire, la chrétienté, la valeur spirituelle que ces gens peuvent prétendent avoir. Diplomatiquement parlant, en temps de guerre, on peut toujours discuter, négocier, rencontrer son adversaire. Quand le chef de l'État a rencontré Paul Kagame à Doha, on ne va pas dire qu'il fait les jeux de Paul Kagame, c'est normal. Non, le président de la République, il faut comprendre une chose. Oui. Vous savez, nous qui avons appris le droit international et les relations internationales, lorsqu'on parle de la résolution de conflits ou lorsqu'on parle des négociations, on lève la barre très haut. Parce que le président de la République a déjà une base sur laquelle fonder son action, c'est-à-dire la résolution 2773, il va vers les autres, non pas pour négocier, il va pour discuter des conditions, des redditions ou de la mise en œuvre de la résolution 2773. Et d'une autre part, le dialogue initié par l'Église catholique, c'est nous ramener aux discussions pour savoir quelle part devrions-nous donner au M23 et consorts. C'est-à-dire que la démarche de l'Église catholique ne va pas dans le sens de la République, mais dans le sens du maintien de la déstabilisation de la partie Est de la République. Et donc l'opinion retiendra de la manière la plus cruelle possible, s'il faut le dire comme ça, que l'Église, disons les hommes de l'Église, ne roulent pas pour la République. Ils roulent pour leurs intérêts individuels, donc je ne voudrais pas vous mettre en œuvre le lien qui existe aujourd'hui entre la France, certains membres de l'Église catholique et le Rwanda. Ce sera difficile à établir, peut-être. Non, ça ne sera pas difficile à établir parce que nous avons suffisamment assez d'informations. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, l'Église catholique et protestante, Joseph Kabila sont pour un dialogue congolo-congolais. Je vais vous poser une seule et unique question. Vous êtes originaire de l'Est, ou vous êtes swahiliphone. Prenons ça comme ça. Où est-ce que vous avez été... Ce n'est pas faux, hein? Ce qui est vrai aussi. Ouais. Je vous pose une question, nous allons inverser un peu le rôle. Où avez-vous été traqué parce que vous êtes swahiliphone ici à Kinshasa? Parce que vous auriez été une preuve que l'opinion retiendra, parce que le Chollet a prétendu que les swahiliphones étaient malmenés ou parce qu'ils étaient discriminés. Bon, j'avoue que j'ai eu quand même, j'ai été l'objet des sales blagues chez certaines personnes ici à Kinshasa, sans aller plus loin. Juste des petites blagues comme ça, et pour moi, ça peut être inquiétant. C'est-à-dire, quel type de blagues? On aimerait avoir plus en plus. Mais des gens qui diraient que je suis rwandais parce que je porte un nom chi. Non, non, non. Là, vous amenez le débat sur un autre cadre. Nous sommes sur la question des swahiliphones. Lorsque vous dites rwandais, ce n'est pas swahiliphone. Ça, c'est rwandophone. Ça me discrimine, ça m'exclut. Non. N'allons pas. Ça, c'est un autre débat.
Ça, c'est un autre débat des faciès qui, en réalité, ça existe. Lorsqu'on parle de moi en tant que Louloua assimilé au Louba, faisons de moi, on fait de moi, comment on dit, c'est une histoire dont on vit dans ces pays. Est-ce que devrais-je m'en plaindre pour dire que non, les Loubas sont soit victimes de tel ou tel comportement? On a invité l'abbé Chollet pour démontrer qu'il y a eu existence des swahiliphones victimes. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit ça, j'en rigolais. Parce que mon épouse, elle est swahiliphone. Elle est boudou. Ah, Boudou. Et donc, je me suis posé la question de savoir, province comme ça, Boudou? Province orientale, l'ancienne province orientale. Okay. Et aujourd'hui, ils sont quand même bien. Quand on est chi à Kinshasa, je dois vous dire clairement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Là, si vous vous appelez Bahati, ça va. Mais si vous avez un nom comme Toubago-Anzi, alors vous êtes indexé parfois. C'est un autre débat. Oui. Restons sur les déclarations de Chollet. Lorsque Chollet dit swahiliphone, c'est tout le monde qui parle swahili. Est-ce que cette question peut être étayée? Est-ce que vous en avez été victime dans ce sens-là? Pas du tout. Personne n'a été victime. Et donc, allez-y comprendre que le discours qui est tenu par Chollet et autres va dans le sens contraire de la République. Un jour, peut-être, on verra la République négocier, discuter directement avec ceux qui lui font la guerre maintenant. On va prendre un autre profil. Jean-Pierre Bemba, pour terminer peut-être avec lui. Il était bon sur le terrain en tant que mobilisateur. Donc on peut lui retirer ses fonctions de ministre de Transport. Je ne le dirai pas tel quel. J'ai dit en tant que Parce qu'il a laissé les embouteillages. Il y a toujours le problème à la fois le transport maritime, le transport aérien. Rien ne marche. Les embouteillages, vous savez, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, nous-mêmes les usagers de route, est-ce que nous respectons le code de la route? Comment nous conduisons avec nos véhicules? Lorsque par moment, nous traversons là où il ne faut pas traverser. Même les piétons chez nous, c'est un problème. C'est-à-dire que d'abord, les embouteillages, c'est un problème de mentalité que nous avons. Et d'une autre part, aussi, le régulateur, c'est-à-dire l'autorité, entre autres Jean-Pierre Bemba, a aussi sa part de responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des efforts à fournir dans ce secteur-là. Mais sinon, je le prends tel quel parce qu'il a été très actif quand il le fallait. Parce que en tant que mobilisateur. En tant que mobilisateur. Mais pas en tant que ministre des Transports. J'ai parlé des transports maritimes, des transports fluviaux. Il y a toujours, on a connu beaucoup de cas de naufrage avec Bemba toujours. Pas des vraies solutions, malheureusement, par après. On va prendre notre profil. Jacques Machabani. Restons un peu là-dessus. Restons encore deux minutes, une réaction, juste une petite réaction à chaud par rapport à ça. Nous n'avons jamais connu des taxis canaux rapides en forme de taxi. C'est arrivé avec Jean-Pierre Bemba. Et alors, il faut comprendre. Après les inondations à Nandou. Après l'inondation, ces taxis étaient déjà là, et ils ont apporté une solution. Certes vrai qu'il faille améliorer, je le souhaite, je le demande, mais je pense qu'il y a encore à faire et que Jean-Pierre Bemba mériterait de revenir au gouvernement. Partout on le mettrait, mais qu'il doit être là. Public gérant ces taxis fluviaux, on va les dire, que Jean-Pierre Bemba a créé. Sinon, il a emprunté, on va dire, des canaux rapides des privés. Non, mais même si l'on a fait sur le tard. Mais c'est un partenariat. Non, mais attention, il faut faire la part des choses. La société existe déjà. Ça peut être un partenariat public-privé, mais au moins, il y a eu désenclavement de cette voie-là qui a permis ce que l'on puisse répondre aux besoins qu'il y a eu. Jean-Pierre Bemba, c'est validé en tant que ministre tout court, ministre des Transports. C'est à revoir peut-être. On va prendre Jacques Machabani et notre profil. Je vous propose de le regarder. Alors, voilà. Jacques Machabani, il faut se le dire. C'est l'UDPS. Il est l'UDPS. Et il est à la hauteur de la tâche. Personnellement aussi. Oui, il est à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée. Je vous prends toujours, revenons par rapport à cette situation d'embouteillage. Lorsqu'il y a eu une situation urgente dont personne n'arrivait à résoudre, nous avons vu qu'il y a eu l'initiative de créer, par exemple, la violation de sens unique. Et donc, c'était l'initiative qui est venue de lui. Et aujourd'hui, il y a eu aussi, il est parmi ceux qui ont plaidé la cause des policiers pour que l'on puisse éventuellement améliorer les conditions des policiers et de travail. Et aussi, à l'initiative toujours du ministre Chabani, il y a eu, on est en train de créer de nouvelles casernes, de construction de nouveaux commissariats de la police. 80 commissariats à Kinshasa. Pour permettre à ce que l'on puisse avoir la proximité de la police et de la population. Et donc, je pense qu'à ces niveaux-là, il a déjà lancé les fondamentaux. Eh bien, il faudrait l'accompagner, le reconduire pour que ces derniers puissent éventuellement... Il a doté aussi la police de plusieurs charrois automobiles. J'espère que c'est pas pour essayer de mater la population. Non, mais pourquoi pas mater
une population rebelle. Si vous avez une population qui se rébelle aux lois de la République, et donc je pense qu'il faille agir d'une certaine manière. Alors, je laisse au réalisateur la latitude de nous proposer lui-même les profils. On va aller petit à petit. On va prendre notre profil Guilain Lukinga. Voilà. C'est qui? Guilain Lukinga, donc c'est le réalisateur qui va nous proposer. Ah, ok. Je pensais que c'était un ministre. Voilà. Le ministre Kizito, on va le prendre peut-être maintenant. Oui, oui. Vas-y, Guilain. Voilà. Montre-nous la photo. Mais déjà, il y a un problème. Oui. Posez-lui la question de savoir. Oui. On prétend qu'il est de l'UDPS, oui. Mais il proviendrait de quel UDPS? Parce que lorsqu'on cherche à la Fédération de la Belgique ou il viendrait de la France, on ne le trouve pas. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui est dans une imposture, qui n'est pas de l'UDPS. C'est déjà un problème à ce niveau-là. Et donc, lorsque vous allez maintenant dans la gestion de comment il gère ces ministères, il y a à boire et à manger. On l'a nommé en raison de sa technocratie. Non. Je vous présente un peu son profil. 20 ans d'expérience dans le secteur pétrolier et énergétique, dans le groupe Total Énergie, diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Il a fondé une entreprise TWYK International, un cabinet spécialisé en stratégie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien le secteur minier. Alors, lorsque vous parlez de son profil, pas secteur minier, vous parlez de l'énergie. On devait l'avoir aux hydrocarbures en principe. Ok. Si il faut parler de la technicité, il ne répond pas. Il est là où il ne devait pas être. Et donc, lorsqu'il prend même des actes, il y a même un cas que je connais, un cas pratique ici, c'est à déplorer. Lui, c'est un ministre rebelle qui se rebelle à la fois des décisions du gouvernement dont il a pris part, et au-delà de ça, il prend les actes qui violent même la Constitution de la République. Il est peut-être un ministre qui ne parle pas beaucoup. Je peux vous donner, je vous prends un cas de casserole, un cas de casserole, alors, un cas pratique. Allez-y. Prenons à la cellule technique de coordination et de planification minière. La CTCPM. Exactement, oui. Mais il y a un problème. Les ministres Kizito, il prend le coordonnateur en fonction, il l'envoie en mission. Pendant qu'il envoie en mission, il reste nommé un remplaçant. Et lorsqu'il nomme un remplaçant, lorsque vous lisez l'arrêté qu'il a pris, vous vous rendez compte que cet arrêté viole la Constitution de la République. Et pendant la période où le président de la République, en Conseil des ministres, quand j'ai dit Conseil des ministres, il n'était pas seulement avec le président, le chef du gouvernement. J'ai dit le Conseil des ministres qui a pris l'exécutif et le gouvernement de la République. Et donc, à l'issue de cette réunion de Conseil des ministres, il y a eu des décisions qui ont été prises. La réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 21 février, ok, il a été interdit à tous les membres du gouvernement de procéder à des nominations, de faire des permutations ou à des promotions. Et donc, même pas d'engager. Le 26 de ce même mois, il prend un acte nommant. Et le faisant ainsi, il était en rébellion contre le président de la République. Il s'est désolidarisé du gouvernement de la République. C'est peut-être pas pour ça que le chef d'État a tapé du poing sur la table pour dire, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, que plus aucune nomination changement ne s'effectuera au sein des entreprises publiques sans son aval direct. Tout à fait, parce qu'il y a des ministres qui ont violé entre autres, le ministre de Mines, des manières décriantes. Et lorsque vous prenez... Lorsque vous lisez attentivement cet arrêté ministériel... D'après vous, pourquoi il a fait ces changements? Je ne saurais pas entrer dans sa philosophie. Qui a été nommé à la tête de il y a eu un certain Tamboué qui a été nommé à la tête de cette structure-là. C'est le vice. C'est le vice qui a été nommé. C'est un expert dans ce domaine aussi. La question ne se pose pas. Nous disons être un État de droit. C'est un expert. D'ailleurs, il a participé à l'élaboration de l'actuel code minier. C'est-à-dire qu'il a le mérite d'être à la tête de cette coordination. Mais seulement, il se pose un problème. Il se pose un problème. Quand on dit nommer, ça doit être fait dans les règles, dans les normes. Je vous ai dit une chose. Lorsque vous lisez l'arrêté du ministre, le ministre ne motive pas son arrêté. Parce que lorsque vous lisez, on dit vu, entendu, que. Il n'y en a pas. Parce qu'on devait savoir pourquoi on a remplacé l'autre. Celui qu'on envoie, le ministre, envoie à mission. Le ministre devait attendre. D'ailleurs, je vous informe, ça va vous faire rire. Celui qui a été monsieur Matamba, Raphaël, c'est lui qui a été remplacé. Il détient avec lui les rapports du mission qu'il a été effectué au Canada pour le compte du ministère de Mines, dont l'ordre de mission a été signé par le ministre.
Donc, à son insu, avant qu'il n'arrive, on a déjà pris l'initiative de pouvoir le remplacer. Et quand il arrive, il eut l'arrêté. D'abord, il a lu l'arrêté dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il n'a jamais été notifié de cet arrêté de manière officielle. Il a appris par les réseaux sociaux. Et donc, allez-y comprendre le comportement qui a été l'être. Mais l'acte posé que nous reprochons aujourd'hui viole la Constitution de la République. Parce que ça n'a pas été motivé. Raphaël Matamba a été aussi nommé par un ministre en son temps. Effectivement, il a été nommé Raphaël Matamba, il a été nommé, il a fait son temps, on sait ce qu'il est irremplaçable. Non, je ne dis pas qu'il soit irremplaçable. Mais alors? J'ai dit, monsieur Matamba est arrivé parce qu'il y avait un vide. Celui qui était avant monsieur Matamba a été nommé au cadastre minier. C'est-à-dire qu'il y fallut, il y a eu urgence, il y fallut combler cette urgence-là. Mais ici, voilà la supercherie. Voilà la manœuvre qui pose problème aussi aujourd'hui. Voilà la ruse qu'a utilisé le ministre des Mines. C'est d'envoyer M. Matamba en mission et de rester le remplacer. Et pendant la période où il y a eu une interdiction formelle du gouvernement de procéder à des nominations, à des promotions, et ainsi de suite. Et donc, allez-y comprendre que lorsque M. Matamba arrive, il se rend compte que tous les bureaux ont été saccagés, interdiction d'approcher les locaux de la structure, et donc, cela met en danger et l'administration même. Les gens ne comprennent peut-être pas. La cellule dont question, la cellule de coordination et de planification minière, c'est la cellule cœur même des enjeux qui se jouent aujourd'hui. Nous sommes appelés à négocier avec les Américains, on l'appelle comme ça que nous l'appelons chez nous, le deal des siècles qui va nous apporter sécurité et autres. Mais quelle est la valeur que nous allons accorder ou le crédit que nous allons accorder à nos partenaires américains lorsque ceux qui ont la charge d'aller vers eux, de discuter avec eux, de leur accorder une certaine crédit, ne sont pas sérieux. Parce que l'acte qui a été pris par le ministre n'est pas sérieux. Ça nous discrédite aux yeux des Américains notamment. Et donc, je pense qu'en toute urgence, il faille à ce que... Alors, vous dites qu'il a été déjà remplacé, il y a eu reprise, donc il est en fonction. Vous ne vous posez pas la question de savoir... C'est irréversible la situation. Non, attendez un peu. Vous vous posez la question de savoir, la remise et reprise a été faite avec qui? Il n'est pas venu même à la Il n'a jamais été notifié de cette décision. Ça, c'est d'abord un. Ah bon. Et deuxièmement, la remise et reprise a été faite avec puisque c'est le remplaçant, son adjoint qui le remplace. Donc, il a fait la remise et reprise avec lui-même. Et donc, allez-y comprendre que la précipitation dans laquelle la chose a été faite, vous savez... Alors, vous défendez peut-être M. Matamba parce qu'il est de l'UDPS comme vous. Mais ça va de soi. Ça va de soi. Parce que c'est un poste qui revenait à l'UDPS. Je vais vous dire une chose. Donc on a nommé quelqu'un d'autre. Attendez un peu. Attendez un peu. 2 minutes. Attendez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Allons dans cette logique-là. Vous savez, tout celui qui agit aujourd'hui sous Tshisekedi, on l'attribue à l'UDPS. Et on ne peut pas prendre de postes ou prendre des fonctions qui reviennent ou des postes qui doivent, le quota qui doit revenir à l'UDPS, les confier à d'autres personnes. Et surtout qu'il est du parti de LGBT. Un ancien du PPRD et de LGTPT. C'est-à-dire que nous-mêmes... Vous voulez dire LGD, LGDT, c'est quoi? LGD, Leadership Gouvernance... Oui. Et donc, prenons... on prend ce qui doit, le quota UDPS, on le donne à d'autres personnes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous donnons les armes qu'il faut à de prétendus membres de l'UDPS, parce que je mets les ministres à défi de prouver qu'il est réellement de l'UDPS. Merci. Okay. Donc le ministre qui n'est pas de l'UDPS nomme quelqu'un à la tête de cette cellule qui est stratégique pour le moment, quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS aussi. J'ai échangé avec la fédération Benelux de l'UDPS. On ne le reconnaît pas. C'est une démarche qui peut fragiliser votre parti, c'est ça? On ne le reconnaît pas. Voilà pourquoi les actes qu'il prend, j'aurais aimé vous montrer quelques photos encore. Mais j'aurais souhaité aussi. Guylain, 30 secondes, montrez-moi s'il vous plaît la photo de Mme Eugénie Tchiela seulement. On va commenter en 30 secondes. Elle est de l'UDPS aussi. J'espère que vous auriez la même énergie pour la défendre. Qui c'est elle est là. Vous la connaissez? Eugénie Tchiela, je ne connais pas malheureusement. Vous ne connaissez pas? Non, je connais. Vous voyez? Donc il n'y a pas que des gens à défendre à l'UDPS. Non, mais je vous dis, elle est d'où? Elle est vice-ministre de l'Intérieur. Mais vous savez, nous avons la vision du ministère de l'Intérieur qui est portée par Chabani. Vous la connaissez pas? Et lorsque Chabani, je vois Chabani dans ce qu'il fait,
Eh bien, je pense que... c'est suffisant. C'est simplement suffisant. Parce qu'il va aussi amputer un peu de ce qu'il fait. Quand même choqué que vous ne connaissiez pas non, je ne la Madame connais. Eugénie, si, je la connais. C'est celle qui est sortie après, les manifestations. Exact, elle a fait une déclaration devant la résidence de l'ambassadeur d'Angola. Exactement. Merci beaucoup. Ça revient. Ok, on en parlera peut-être plus tard. Merci d'être passé, Richard Pinda. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On n'a peut-être pas fait la radioscopie de tous les ministres. Richard Pinda reviendra peut-être pour la suite de ce numéro. Je crois que c'était intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.